Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Monsieur Damécourt. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes vigneron, ancien élu local, auteur du blog Au fil de l'eau, auteur de tribunes dans Valeurs Actuelles sur Boulevard Voltaire. Et d'ailleurs, hier, sur Boulevard Voltaire, vous avez publié cette tribune, L'Europe prône la liberté, sauf pour les poulets. Et on va parler de cette tribune et de cette actualité, puisque un projet européen a été présenté à Bruxelles en décembre dernier, qui prévoit tout simplement de rendre facultatives les contraintes liées à l'élevage en plein air et à la liberté. Et donc, à partir de février 2023, si rien ne change, si la Commission ne revient pas sur cette décision, tout opérateur européen pourra user de mentions non réglementées pour étiqueter sa production. Donc, pour être clair pour nos auditeurs, à partir de février 2023, finalement, vous pourrez trouver sur le marché des poulets à vendre intitulés poulets des champs, volailles de plein vent, poulets à l'air libre, qui viendront évidemment concurrencer nos labels qualité français, tels que le label rouge ou le label plein air et tous les autres labels de qualité que nous avons en France. Et c'est bien pour ça que vous vous insurgez dans cette tribune, Yves Damécourt. Oui, en fait, l'Europe, les discussions se sont arrêtées le 2 février, donc la décision n'est pas formellement prise, mais l'Europe envisage de supprimer la norme qui imposait en fait 5 types différents de mentions sur les poulets, et notamment poulets élevés en plein air, comme vous le disiez, ou poulets en liberté. Et donc, c'est grave parce que c'est des mentions très simples dans lesquelles le consommateur se retrouve. Et donc, aujourd'hui, les consommateurs sont attachés à un certain nombre de valeurs environnementales ou sur le bien-être animal. Et donc, quand ils achètent un poulet en grande distribution, alors quand c'est chez un petit artisan, généralement, la conversation permet de savoir d'où vient le poulet, mais quand c'est acheté en grande distribution, ils se repèrent par rapport à un certain nombre de choses. Et l'Europe propose de supprimer ces mentions obligatoires, ces 5 types de poulets, et de laisser la liberté aux éleveurs de mentionner un petit peu ce qu'ils veulent. Donc, ça peut engendrer de la tromperie sur la marchandise. Évidemment. Et c'est très grave notamment pour la France, parce que en fait, la France est le leader européen des élevages en plein air et en liberté. C'est 20% des poulets produits en France qui sont élevés sous ces labels de plein air ou d'élevés en liberté. Alors que le deuxième pays, c'est l'Italie avec simplement 7%. Et des pays comme l'Allemagne sont finalement très peu éleveurs de poulets en liberté. Tiens, parlons de l'Allemagne. Oui. Parlons de l'Allemagne, juste à ce sujet. Finalement, c'est l'Allemagne qui a poussé cette décision européenne. Et donc, vous le disiez, le lobby industriel est très fort en Allemagne. Et surtout, en Allemagne, les élevages de poulets, de volailles, sont très largement des élevages intensifs, de très grande taille. Et donc, évidemment, on comprend l'intérêt de l'Allemagne à ce positionnement européen. En revanche, on a du mal à comprendre, que ce soit accepté à Bruxelles. Enfin, vous allez nous expliquer pourquoi, quelles sont les tendances à Bruxelles. Et puis, surtout que la France accepte de telles décisions. Oui, absolument. Il faudrait que la France s'oppose à ça. Aujourd'hui, en France, c'est 1 poulet sur 2 qui est importé. Et donc, alors qu'il y a 20 ans, c'était très peu. On consommait quasiment que de la viande produite nationalement. Alors, ça a changé avec l'arrivée des poulets brésiliens et thaïlandais. Ça a changé aussi récemment avec l'arrivée des poulets ukrainiens, puisque en fait, il y avait les poulets ukrainiens n'étaient pas les bienvenus en Europe, et depuis 2 ans, on leur a ouvert les frontières. Et ces poulets ukrainiens sont des poulets qui sont élevés pour la plupart dans des fermes-usines, qui ont des coûts de production qui sont très, très, très bas par rapport aux nôtres. Et d'ailleurs, des fermes-usines qui appartiennent quasiment toutes au même groupe, qui est un groupe qui a son siège à Chypre, et qui en fait sont des usines à poulets et qui n'ont rien à voir avec nos poulets d'élevage. Et puis, en 2013, l'Europe a supprimé les aides à l'exportation qu'elle donnait aux éleveurs de poulets européens. Et depuis cette période-là, finalement, les importations ont inondé le marché européen et national, et les exportations ont diminué. C'est bien dommage parce que le poulet en France, c'est quand même une filière d'excellence. Oui. Et donc, on a beaucoup de labels rouges, on a beaucoup de poulets de terroir et de territoire, le poulet de Brest, le poulet de Loué, le poulet
de Saint-Sevé, etc. Et donc, on est en train de casser cette filière d'excellence. Alors, avant d'essayer de comprendre pourquoi la France ne réagit pas ici et ne défend pas tout simplement ses propres intérêts et ses gages de qualité, un petit point sur les agriculteurs et la souffrance des agriculteurs en France, surtout ceux qui ont des modèles, on va dire, familiaux ou des modèles en plein air de qualité. Ces agriculteurs-là que nous recevons régulièrement ici à l'antenne et qui sont déjà soumis à des normes drastiques de qualité, mais parfois aussi complètement absurdes, on en a déjà parlé, et qui aujourd'hui, en plus, on leur met des bâtons dans les roues, tout simplement pour avoir le droit de vendre normalement leurs produits avec une bonne information aux clients. Oui, c'est curieux d'ailleurs parce que l'Europe des fondateurs, c'était une Europe qui visait au contraire à respecter les savoir-faire locaux, les exceptions culturelles. C'était l'Europe des petits pas. C'était l'Europe qui avait mis comme dans sa devise, la subsidiarité, c'est-à-dire laisser faire le local plutôt que tout décider au niveau bruxellois. Et en fait, petit à petit, elle s'est fonctionnalisée, bureaucratisée, et aujourd'hui, l'Europe intervient sur tous les sujets. Hier, il y a une tribune qui a été publiée sur la forêt où l'Europe veut imposer des modes de gestion de forêt en France. On veut imposer la façon d'élever les poulets, on veut imposer des normes dans tous les sens, alors que l'Europe n'est pas là où on l'attend. On l'attendrait que l'Europe soit plus importante en termes de défense, en termes d'organisation de la défense, etc. Et elle est dans des petits sujets qui emmerdent tout le monde et qui emmerdent notamment les agriculteurs, parce qu'en fait, on est sur un marché commun. Et derrière, on a une concurrence déloyale qui est organisée depuis Bruxelles. Oui, alors c'est très intéressant parce que, en effet, tout ce qui se passe, c'est toujours au nom de la libre concurrence, mais finalement, comme vous le signalez, il y a une concurrence déloyale parce que nos agriculteurs sont soumis à des normes beaucoup plus importantes, évidemment, que les agriculteurs ou les éleveurs ukrainiens dont vous parliez tout à l'heure. Donc, l'Europe a beau jeu de parler de libre concurrence quand on voit la concurrence déloyale qui se passe aujourd'hui, si on parle même pas de qualité, mais même de règles économiques. Finalement, le jeu économique n'est pas égal. Oui, et d'ailleurs, c'est curieux parce que l'Europe avait compris ça. Jusqu'en 2013, il y avait un système de restitution qui faisait que quand un éleveur européen exportait, l'Europe le subventionnait pour exporter en disant comme les contraintes de production en Europe sont plus importantes qu'à l'export, il faut qu'on vous redonne de l'argent pour que vous soyez compétitif à l'export. Ça existait pour les poulets, ça existait pour les bananes que l'on produit aux Antilles ou à Madère ou dans les Canaries, ça existait pour de nombreuses productions agricoles. Et il y avait une logique à ça. Ça permettait d'aider nos producteurs à exporter et on prélevait des taxes sur l'importation pour financer les aides à l'exportation. Et donc, c'était un système vertueux qui existait. Ça a été supprimé en 2013 pour les poulets, pour plein de productions agricoles. Et donc, aujourd'hui, on voit le résultat. Un poulet sur deux consommé en France vient de l'importation. Et nos agriculteurs ne peuvent pas faire face à cette importation du Brésil, de Thaïlande ou d'Ukraine, parce que les coûts de production, les normes environnementales, les normes sur le bien-être animal ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est juste mission impossible. Et donc, petit à petit, la production va quitter le territoire comme l'industrie a quitté le territoire. Exactement. Aujourd'hui, c'est 9% de notre PIB, l'industrie. C'était encore 14% il y a quelques années. Donc, c'est terrible ce qui se passe. Mais quand on vous écoute, finalement, on l'a entendu, on a bien abandonné depuis longtemps l'Europe des petits pas, l'Europe de la subsidiarité. Là, vous nous parlez de la suppression des aides à l'export pour les producteurs européens. Mais en fait, on est en plein renversement des valeurs européens, pour peu qu'il y ait eu ces valeurs vraiment portées au début par l'Europe. Ça, c'est encore un autre débat. En tout cas, ce qui est étrange, c'est qu'on prend un chemin qui ne sert absolument pas, et vous l'avez dit pour les industries, et on peut en parler aussi pour l'énergie, les intérêts nationaux. Et malgré cela, alors l'Europe continue d'avancer dans ce sens-là. À la rigueur, on pourrait comprendre qu'il y a des intérêts, d'autres intérêts, des conflits d'intérêts, notamment allemands, on l'a cité, sur ces questions-là. Mais pourquoi la France ne réagit pas? Et où sommes-nous? Et que devrions-nous faire aujourd'hui pour défendre nos propres intérêts? En fait, la France ne réagit pas parce que la France, elle n'a pas fait le travail qu'il fallait
sur sa propre gestion. Et donc aujourd'hui, sa voix n'est pas forte parce que les Européens se retournent vers la France en disant mais vous en êtes où, vous, dans la gestion de votre dette, dans la gestion de votre économie, etc. Pour être fort, il faut être fort chez soi pour pouvoir avoir une voix qui porte à l'extérieur. Sinon, les gens se moquent. Donc aujourd'hui, la France a une dette abyssale dont une partie a été rachetée par la Banque centrale européenne. Donc elle est pieds et poings liés, elle est entre les mains de ses créanciers. Et parmi les créanciers de la France, il y a l'Europe. Et donc voilà, sa voix ne porte plus. Il faudrait que la France réorganise un petit peu sa façon de travailler pour derrière avoir une voix forte en Europe. Oui, en fait, aujourd'hui, la France est tenue par la barbichette de sa dette. Bien sûr, elle est tenue par les fonds souverains et par la Banque centrale européenne qui détient sa dette. Alors, et comme la dette, c'est pas un problème, chacun de nous a une dette pour sa maison, pour son exploitation, pour son entreprise. Enfin voilà, tout le monde a de la dette. Et puis il y a des banques dans le métier de prêter. Le problème de la dette, c'est quand on n'est pas capable de la rembourser. Alors la France, elle a un déficit structurel permanent, donc elle est incapable de rembourser sa dette. Une dette que l'on peut rembourser, quand on a des excédents budgétaires comme l'Allemagne de quelques dizaines de milliards, la dette ne fait peur à personne. Dans une commune, quand il y a une dette et que derrière vous avez un excédent de fonctionnement et que vous remboursez votre dette, ça ne gêne personne. Le problème de la dette de la France, c'est qu'on est incapable de la rembourser et qu'elle se creuse chaque année. C'est une espèce d'emprunt permanent, quoi. Oui, et en même temps, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisque à force de céder sur tous ces éléments-là, que ce soit l'agriculture, l'industrie, comme vous l'avez cité, l'énergie, etc., finalement, on perd aussi des revenus français, une production française qui nous permettrait également de diminuer un peu cette dette. Donc c'est une fuite en avant aujourd'hui. Une fuite en avant, on a 150 milliards de déficit de la balance commerciale de la France. Et ce déficit de la balance commerciale n'est pas dû qu'à l'énergie, comme le prétendent nos gouvernants. Oui, bien sûr. Il est dû à des déficits dans une multitude de filières d'excellence. Enfin, en 2020, la France était encore exportatrice d'électricité. Aujourd'hui, on l'importe et à des prix en plus complètement délirants. La France, la balance commerciale de l'agriculture française, elle est en train de se détériorer. Heureusement qu'il y a encore les céréales et les vins et spiritueux qui exportent, parce que pour le reste, on devient aujourd'hui dépendant de l'importation pour l'alimentation, ce qui est quand même incroyable. C'est délirant. Et la France, c'était le leader, le pionnier avec l'Allemagne de l'automobile dans le monde. Et aujourd'hui, nos voitures sont fabriquées à l'étranger pour la plupart. Et le fait de faire le choix de l'électricité, comme l'a fait la communauté européenne en 2035-2050, ça va encore nous faire perdre les dernières usines qui nous restaient en France, puisque les technologies électriques ne sont pas en France. Et on multiplie comme ça le nucléaire, c'est pareil, c'était une filière d'excellence française. Bien sûr. Et depuis la fin de Superphénix, qui nous aurait donné 30 ou 40 ans d'avance sur le reste du monde, que l'on a arrêté pour des questions idéologiques, des accords de la majorité plurielle menés par Lionel Jospin, on a perdu ce temps d'avance que nous avions. Et donc aujourd'hui, où avons-nous un temps d'avance ? Enfin, on est en train de reculer sur tous les dossiers sur lesquels on était des leaders internationaux. C'est un énorme gâchis. Et je vais profiter du fait, puisque vous êtes vigneron et vous citiez les céréales et les vins et spiritueux qui se portent encore pas trop mal, on en est à là. Aujourd'hui, le vin, vous avez des craintes également pour l'avenir du vin français ? Ah ben oui, il y avait une réunion hier avec le ministre de l'Agriculture, avec toute la filière viticole française, parce qu'à force de taper sur le vin, depuis la loi E20, la consommation de vin rouge en France a reculé de 30% en 20 ans, et aujourd'hui, on a trop de vignes. Donc on est en train de plaider pour des plans d'arrachage de la vigne, pour des plans de distillation, pour distiller les stocks. Et pendant ce temps-là, le gouvernement, sous la bannière de Santé publique France, est en train de faire de la publicité à la radio et à la télévision en disant « Arrêtez de dire à ta santé quand vous trinquez avec un verre de vin, parce que le vin n'est pas bon pour la santé. » Donc, si vous voulez, comment voulez-vous faire quand vous avez le service public qui, à travers les émissions d'Élise Lucet, dit le plus grand mal de la viticulture et des vignerons, que vous avez l'État avec Santé publique France qui fait de la pub pour dire aux gens « Arrêtez de boire du vin », et pendant ce temps-là, on observe que les jeunes générations boivent de la bière, des alcools forts, que la consommation régulière de vin a diminué, mais que les beuveries ont augmenté. Et donc, voilà, on marche sur la tête. On marche sur la tête. On est en train de se torpiller soi-même
et de se tirer des balles dans le pied tous les jours. Eh bien, c'est bien compris, Yves Damécourt. Et en tout cas, sachez que ce n'est pas ici qu'on dira que le vin est mauvais pour la santé, évidemment, en toute modération. Merci beaucoup, Yves Damécourt. Je rappelle, vigneron, ancien élu local, auteur du blog Au fil de l'eau et auteur de cette tribune publiée sur Boulevard Voltaire hier. L'Europe prône la liberté, sauf pour les poulets. Merci beaucoup, Yves Damécourt, et à très bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.